africaine, c'est à vous que je m'adresse. Il est content des choses. Eh oui, vous avez parfaitement compris. Alors, nous allons aller là rapidement avec certainement les deux experts. Il s'agit donc de Sister Sarah et de M. Soumaoro pour avoir donc leur input par rapport un peu à ce qui s'est passé un peu à Abidjan, par rapport donc au rapport dit confidentiel qui a atterri curieusement dans les mains donc de Radio France Internationale. M. Soumaoro, comment allez-vous, cher frère? Oui, bonsoir, M. Jacques Roger. Bonsoir à tous ceux qui prennent de leur temps pour écouter le Jacques Roger Show. Bonsoir, Madame Ta. Je vais bien et je suis très heureux de me retrouver parmi vous une fois de plus, même si j'ai manqué, je crois, le vendredi passé, un rendez-vous important avec le ministre des Affaires étrangères. C'est l'emploi du temps, ça arrive souvent. Je suis heureux d'être là ce soir et de débattre sur les questions ivoiriennes. Merci. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Alors, puisque nous n'avons pas assez de temps, on va aller donc très rapidement. Je ne sais pas, vous avez certainement lu le rapport, puisque je sais que vous êtes très cultivé, vous êtes très documenté. Alors, quelle est certainement votre lecture un peu de cette situation, de ce rapport? Mais écoutez, moi, j'avoue, M. Jacques Roger, que je ne suis pas très surpris, pour plusieurs raisons. Je ne suis pas surpris parce que, vous le savez, je suis un pur produit de la FECI. Et entre nous, on se parle. J'ai encore des amis qui sont en exil au Ghana. Et il y a quelques mois, bon, ce serait hasardeux de venir sur des radios pour en parler ou bien pour en parler dans les discussions. Mais il y a quelques mois, il y a plusieurs mois de cela d'ailleurs, il y a l'un d'entre eux qui me disait qu'il était au Mali, dans le nord du Mali. J'ai trouvé ça fantaisiste. J'ai pensé que c'était de la grosse plaisanterie. Et aujourd'hui, quand ce rapport sort et établit une connexion entre ce qu'on appelle les pro-Gbagbo et les djihadistes du Mali, parce que leur logique, à l'époque, le gars me disait, pour nous, l'ennemi de mon ennemi est d'office mon ami. Et donc, ils sont prêts certainement à tout pour aller chercher les mercenaires ou bien des combattants ou des forces amies, si vous voulez, pour déstabiliser le régime d'habitants. Et donc ça, c'est au niveau de la connexion avec les islamistes du Mali, qui en réalité n'ont pas une revendication purement philosophique ou théologique. C'est des trafiquants. Pour ceux qui, je pense que M. Ngueta, peut-être, qui travaille actuellement sur les questions du terrorisme, pourra intervenir pour nous donner plus de précisions. Mais je sais qu'au nord du Mali, la plupart des gens qui interviennent là-bas, c'est des trafiquants, c'est des businessmen, c'est des gars qui ont des connexions, qui ont des motivations qui sont pécuniaires. C'est l'argent qui guide leur dynamique. Donc, on peut brandir une religion ou une logique pour cacher des intérêts qui sont purement financiers. Maintenant, à côté de cela, est-ce que c'est possible en même temps d'avoir une connexion avec le Nord Mali et avec le capitaine Sanogo? Oui, c'est possible, M. Jacques. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai dit sur cette radio que M. Mariko Ouma, c'est un ami. C'est un ami aussi qu'on a connu à l'époque quand on était à la FECI, qui est notre tuteur au Mali, qui a mené un peu la révolution contre M. Moussa Traoré. Et M. Mariko Ouma, qui voue une certaine haine à l'égard de certains proches de M. Ouattara, ne cache pas, en tout cas, il a même animé une conférence de presse ici aux États-Unis avec Alain Toussaint et puis avec un de nos aînés qui est à Oklahoma ici, qui est le président de la communauté Oué, Mme Ta peut démenti s'il n'existe pas parce que je le connais, je ne vais pas donner son nom. Et ils ont animé ensemble une conférence de presse aux États-Unis ici. Et Mariko a dit clairement ce qu'il pensait de M. Ouattara, ce qu'il pensait. Bon, Mariko qui a combattu en son temps Gbagbo est devenu bizarrement un anti-Ouattara. Et Mariko est aussi cette connexion-là, le maître à penser du capitaine Sanogo. Le capitaine Sanogo est relativement limité politiquement. Celui qui prend toutes ces décisions politiques, toutes ces orientations politiques, c'est M. Mariko Ouma. Et donc, Mariko Ouma fait partie aujourd'hui de ce grand ensemble sous-régional qu'on appelle le Pro-Gbagbo. Et à côté de Mariko Ouma, vous avez aussi Mme Traoré Aminata, qui était à l'époque, qui a été enseignante à l'université de Cocody, qui est très proche de Laurent Gbagbo, qui est très proche de Charles Blé Goudé, qui a même dédicacé le premier livre de Charles Blé Goudé. Donc, pour
sur la base de ces informations, en tout cas, de ces préalables en termes d'informations, moi, quand j'ai vu ces rapports, parce que vous aussi, vous aurez pu bien vous procurer ces rapports si vous aviez des connexions au sein de l'ONU, donc la presse, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Elle sort des rapports, voilà, elle sort un scoop et ça lui permet de se crédibiliser et puis de se défier aussi vis-à-vis de l'histoire, puisque tôt ou tard, nous serons tous au courant du contenu de ces rapports-là. Donc, du point de vue de l'accessibilité aux rapports, ça c'est pas ça le problème. Mais dans le fond, je crois qu'il y a une véritable connexion entre les pro-Gbagbo pour des raisons qui sont simples. M. Ouattara n'est pas aimé par le capitaine Sanogo. M. Ouattara, les djihadistes au nord du Mali sont prêts à aller n'importe où si ça peut leur permettre d'avoir de l'argent, parce que c'est des gros trafiquants. Et donc, si vous pouvez trouver des ennemis potentiels à votre ennemi, écoutez, vous partez les chercher, vous venez combattre. Donc, je crois personnellement que ce rapport est crédible. Maintenant, quant à la réaction des pro-Gbagbo par rapport à ces rapports, il faut faire attention. Il ne faut pas que M. Gossio nous prenne pour des enfants. M. Gossio nous dit qu'il est au Maroc depuis avril, plus précisément le 19 avril 2011. Le même Gossio nous dit dans une interview que vous pouvez trouver aujourd'hui même sur abidjantv.net, sur leur site, une interview qu'il a accordée à l'Inter, qui s'est déroulée, je crois, le 12 mai ou le 20 mai, et où il dit « Je ne suis nulle part, je suis à Abidjan. Voilà, je me cache à Abidjan, je suis là, mais vous ne pouvez pas être le 19 avril au Maroc et être le 20 mai à Abidjan. Donc, si ça peut se faire, ça veut dire que peut-être vous avez plus d'un passeport, vous avez plusieurs noms, voilà, et vous pouvez circuler dans les différents pays. Et d'ailleurs, il s'est précipité de répondre à ces rapports, alors que le rapport ne dit pas qu'il a pris part à une réunion au Ghana. Le rapport dit qu'il soutient politiquement et financièrement cette initiative-là. Donc quand lui vient dire, non, je suis jamais sorti du Maroc, vous pouvez aller vérifier au poste frontalier, mais on ne vous a pas dit que vous êtes sorti du Maroc. Vous n'avez pas besoin de sortir du Maroc pour soutenir une logique politiquement et financièrement. Donc il faut que les uns et les autres se calment et que, de toute façon, que ces rapports aient existé, oui ou non, je pense que la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de protéger les Ivoiriens. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de nous trahir dans cette mission-là. Et l'État de Côte d'Ivoire va se donner les moyens de protéger les Ivoiriens, même si c'est l'Amérique qui vient attaquer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si on n'a pas de force pour empêcher les Américains de nous attaquer, on va trouver les moyens de protéger les Ivoiriens, peut-être en négociant avec les Américains. Donc, ceux qui sont en exil et qui pensent que il faut déstabiliser la Côte d'Ivoire par tous les moyens, en s'associant au diable, je pense que les Ivoiriens doivent comprendre que ceux-là n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils ont aimé le pouvoir, ils ont perdu le pouvoir, ils estiment que la Côte d'Ivoire ne doit pas exister sans le pouvoir. Et pour finir, M. Jacques Rocher, Charles Blé Goudé, on fait croire aux gens qu'il est au Ghana, mais Charles Blé Goudé, il se promène de capitale en capitale. Et vous vous souvenez, AFP lui a accordé une interview où ils ont dit qu'ils l'ont rencontré entre la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Nous tous, on sait que Charles Blé Goudé est au Bénin, il est au Nigeria, il est au Niger, il est au Mali. Voilà, il est en Gambie, il est au Libye. Voilà, donc ça c'est des informations ouvertes, des informations blanches, et il n'est pas là-bas pour d'autres logiques, il est là-bas parce qu'il estime que le seul moyen pour lui de revenir au pouvoir, et parce qu'il tient au pouvoir, c'est d'aller faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et il se donne les moyens. On va dire peut-être que c'est de bonnes guerres, mais c'est ça qui est la réalité. Et pour paraphraser le docteur Eddy, mais il faut que les gens aussi apprennent à être responsables. Vous ne pouvez pas créer au Ghana un mouvement que vous appelez coalition de tous les résistants, de tous les nouveaux révolutionnaires contre la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas créer parallèlement à ce mouvement au Ghana un mouvement similaire en Europe, parce qu'on a vu la réunion qu'ils ont publiée sur certains sites auxquels on a eu accès, où ils ont dit il faut unir nos forces pour aller reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et il y a quelques jours, vous avez reçu un monsieur ici qui a dit qu'il devait organiser une manifestation à l'ONU. Le message était clair. Il ne faut pas que M. Ouattara reste
un jour de plus au pouvoir. Donc, Mme Taha peut nous dire, notamment, quels sont le type de réunions, peut-être qu'on va pas avoir le courage de le faire, mais nous savons que même aux États-Unis ici, les gens créent des dynamiques de cotisation pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Si Mme Taha ne le sait pas, moi je le sais, parce que je vis à Oklahoma aussi, avec des Ivoiriens pro-Gbagbo, qui me disent clairement qu'ils se cotisent pour aller renverser le régime illégal et des étrangers en Côte d'Ivoire. Donc, il faut apprendre à être responsable. Guillaume Soro a été responsable hier, il a pris les armes, il a dit j'ai pris les armes pour aller chasser Laurent Gbagbo. Il est allé, ça n'a pas marché, il soit à la négociation après Gbagbo a perdu les élections. Donc il faut que les gens assument leurs responsabilités. On n'a pas ce temps. Alors, vous croyez pour vous ce rapport assez crédible, hein? Alors, ce rapport aussi passe aussi, entre autres, aussi l'implication du Burkina Faso, hein, pratiquement, hein, dans cette crise, en armant encore, si vous voulez, la rébellion hier, aujourd'hui, arme aussi, si vous voulez, d'autres personnes en sorte pour déstabiliser un peu la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas aussi inquiétant? Non, rien n'est inquiétant, M. Jacques Roger. La Côte d'Ivoire, le Burkina n'est pas en train d'armer une rébellion en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire peut servir des zones de transit de marchandises qui vont au Burkina, tout comme le Burkina peut servir des zones de transit de marchandises allant en Côte d'Ivoire. On vous parle de couteaux et de treillis. Est-ce que ça va faire nouveau, M. Jacques Roger? De vous à moi. Les Ivoiriens ont dit, on change le treillis de nos policiers, de nos soldats, on change leurs moyens de communication. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est même pas ça à la télévision. Donc, que ça ait transité par le Burkina ou par ailleurs, c'est la même chose. Les Ivoiriens ont assumé cela. Et même mieux, ils sont allés jusqu'à commander des hélicoptères non armés. Et nous sommes tous au courant de cela ici. C'est pas nouveau. Dans le rapport même ne mentionne même pas les hélicoptères. Voilà. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est dotée, je vous le dis, je vous le confirme, de 4 hélicoptères Puma qui non armés, mais qui seront armés une fois à Abidjan. Voilà la réalité. À la guerre comme à la guerre. Donc, moi, je ne suis pas choqué que ça ait transité, parce que les gens vous diront que les hélicoptères ont transité par le Togo, mais où est le problème? Transité par le Burkina, où est le problème? La Côte d'Ivoire est un État souverain, sous embargo, c'est vrai, qui respecte, bien entendu, certains éléments, parce que ce pas des hélicoptères armés, les treillis ne sont pas armés, les moyens de communication ne sont pas armés, les couteaux, ce pas des armes à feu, des munitions et autres. Voilà, donc, ils le disent, ils assument, ça passe à la télévision chaque jour, donc un rapport vient le confirmer, ils pensent que ça confirme la crédibilité de ces rapports-là, et puis il faut assumer. Maintenant que les gens nous envoient les terroristes, ils leur mettent beaucoup de pommes. On saura les désamorcer. Merci. Merci, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Alors, si ce sera, vous avez écouté, hein, monsieur, avec Soumaoro, toujours avec son élégance, hein, il a été clair pour lui, ce rapport est très clair. Les pro-Gbagbo sont en train de s'associer avec les islamistes pour détruire la Côte d'Ivoire. Hein. Allez-y, si ce sera. Bonsoir, M. Jacques Roger. Bonsoir, M. Soumaoro. Je ris parce que j'ai l'impression que M. Soumaoro ne s'est pas accompli que lorsqu'il a cité Sister Sarah comme son adversaire dans ses propos. Écoutez, il faut que M. Soumaoro le sache. Moi, je n'ai rien à voir avec les armées et les rebelles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rompu avec les gens de son camp, là, quand ils sont allés faire les fausses nouvelles. Voilà. Et quand je parle ici, souvent les gens comprennent pas pourquoi je suis dur avec M. Ouattara. C'est parce que justement, je n'ai jamais accepté cette mentalité de rebelle, d'aller former des rebelles pour venir déstabiliser un pouvoir, au lieu d'aller par les voies démocratiques que nous connaissons tous. Donc je ne suis ni de loin, ni de près, mêlé à des forces qui se seraient formées quelque part, et Dieu merci, mon nom n'est pas dans le rapport de l'ONU. Donc, de grâce que M. Soumaoro ne vienne pas sur ma réputation, comme il sait qu'il vient le faire, en me citant comme témoin pour savoir si je sais que les gens cotisent ou les gens ne cotisent pas. Tous les Ivoiriens savent ce que les Ivoiriens font. Tout le monde le sait, M. Jacques Roger. Ce rapport, moi, il ne me surprend pas. Je vais vous dire simplement que tout ce qui est dit est possible. C'est probable, c'est faisable, c'est possible. Ça peut être vrai. Mais ce que je veux dire à tous les auditeurs ce soir, c'est que les Ivoiriens ont sous-estimé M. Alassane Ouattara. On a toujours dit que c'est un monsieur qui n'est pas fort en politique. Aujourd'hui, il est en train de sortir la plus grande des politiques que le pays ait jamais vue. Et les gens du FPI vont payer de leur vie de l'avoir sous-estimé. Si vous imaginez bien ce rapport, vous vous rendez compte que la plupart de ces gens que M. Ouattara cherche
et qu'ils n'arrivent pas à trouver. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve, comme disait M. Soumaro. Tantôt, M. Blé Goudé, il est au Bénin, tantôt, il est au Togo, tantôt, il est au Niger. Mais évidemment, aujourd'hui, ils sortent M. Gossio Marcel, dont on ne savait même pas la cachette. Aujourd'hui, sort pour nous dire qu'il est au Maroc depuis le temps et qu'il n'est jamais sorti. Ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des gens qui sont parentés à ces personnes de rechercher, dites-leur de changer de location. Parce que le gouvernement Ouattara prêche le faux pour avoir le vrai. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de s'agiter parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'une fois que l'ONU va commencer à les accuser, l'ONU va faire la pression sur tous les pays où ils sont exilés. Pourquoi les rapatrier en Côte d'Ivoire? C'est la stratégie la plus banale et la plus simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Et si c'est l'ONU qui donne un rapport soi-disant confidentiel qui atterrit dans les mains des Français, qui divulgue ce rapport, quel pays africain, pensez-vous, M. Jacques Roger, va vouloir s'opposer à l'autorité de l'ONU pour dire, par exemple, que Marcel Gossio, qui clame être au Maroc, le Maroc va dire, écoute, on te rapatrie, et puis va dire non. Et le Maroc va dire non, je ne vous donne pas ce monsieur. Il n'y en a pas. Donc, si le gars n'en a pas voulu donner Katina, on passe à la vitesse supérieure. On va maintenant utiliser les organisations internationales dans lesquelles M. Ouattara est très puissant, nous le savons tous. Et les gens disent souvent, on lui accorde trop de pouvoir. Mais non, il est très puissant dans ces sphères-là parce qu'il sait quelle est sa position sur tous les plans. Et sur ces plans-là, M. Ouattara sait quelle est sa position. Il est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour que ces gens-là soient arrêtés. Donc, ce rapport, il est vrai, il est faux, mais ce qui est sûr, c'est que ce rapport va déclencher une foule d'arrestations parce qu'aucun pays maintenant ne va vouloir protéger ceux qui sont en exil. Et ce sera le plaisir du pouvoir de M. Ouattara d'avoir Blé Goudé, qui sera un peu comme le trophée des trophées, d'avoir M. Gossio Marcel, et puis bon, tous les autres qu'on a cités, Corée Moïse, Damana Picat, et tous ces caïds-là qui s'opposaient fermement à M. Ouattara, de les rapatrier en Côte d'Ivoire, les juger, les foutre en prison, et on se dit que le pouvoir de M. Ouattara pourra mieux s'asseoir. Mais comme je le dis toujours ici, c'est un faux calcul parce que ce n'est pas un pouvoir. On peut les arrêter, s'ils ont commis des crimes, on va les juger, mais je vous dis aujourd'hui que ça ne va rien résoudre. Donc ce rapport-là, on peut dire qu'il est crédible, on peut dire qu'il est fabriqué, on peut dire que c'est peut-être, comme disait M. Gossio, les gens de l'ONU qui veulent se conserver dans leur position. On peut tout dire à propos de ce rapport, mais une chose est certaine, c'est que ce rapport que la France, par le biais de RFI, a publié, Jacques, va déclencher une boule de neige qui va faire que tous les pro-babos seront traqués dans n'importe quel pays où ils se trouvent au monde. C'est ça la portée politique de ce rapport. Et c'est ce qui fait la joie actuellement de M. Ouattara et de son clan, parce que justement, c'est comme une victoire pour eux. Plus personne ne pourra se cacher. Ils pourront traquer tous ces gens qui clament être innocents pour les ramener, pour les juger. Donc c'est ce que je peux dire. Enfin, je ne sais pas pourquoi un rapport soi-disant confidentiel devient du coup public. Dites-moi, Jacques, quel est le but? France internationale. Alors, Sister Sarah, nous allons vous permettre d'écouter un peu BBC, l'ONU qui dément pratiquement un peu la véracité un peu de ces rapports. Nous allons écouter un peu BBC, Sister Sarah. Il est midi en temps universel, vous êtes sur BBC Afrique et c'est l'heure de BBC Midi, tout de suite les titres. Un rapport émanant de l'ONU pointerait des velléités complotistes des Ivoiriens pro-Gbagbo du Ghana, d'après nos confrères de RFI. Mais ce rapport émane d'experts indépendants et n'engage pas l'ONU, nous dit la porte-parole de l'ONUCI. C'est un rapport qui est produit par des experts indépendants. Cela veut donc dire clairement que l'avis des experts n'est pas nécessairement celui de l'ONUCI ni celui de l'ONU. Et nous n'avons pas nécessairement la même lecture des événements. Une femme meurt et 5 enfants sont blessés dans une... Alors, Sister Sarah, vous avez écouté un peu le commentaire un peu de l'ONU qui dit bon, que ça n'a rien à voir avec nous, ce sont des experts indépendants. Je vous disais, voilà. Donc des experts indépendants. Monsieur Jacques Roger, vous permettez qu'il puisse réagir à cela rapidement. Et puis, à qui on peut donner des enveloppes et puis qui peuvent écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Mais si l'ONU dément ce rapport, je crois qu'il y a un problème de crédibilité et ces experts, soit indépendants, auront des problèmes aussi. Mais je pense qu'il faut que les gens restent calmes, parce que là, moi je vois un grand jeu politique qui est sorti, et comme je vous dis, Jacques, vous allez voir, si c'est vraiment
vraiment l'ONU qui est derrière, on va commencer à traquer ces gens-là comme des petites bêtes jusqu'à ce qu'on les ramène en Côte d'Ivoire pour les juger. Et ça encore, ça ne sera pas la porte ouverte sur la réconciliation. D'accord. Alors, M. Soumaro, avant de venir vers vous, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais avoir donc la réaction de M. Ngueta et puis je vous promets, je reviens vers vous. Alors, M. Ngueta, comment ça va, hein? Oui, Jacques Roger, bonsoir. Bonsoir au frère Soumaro, bonsoir à Sister Sarah, à tous les auditeurs. Ben, écoutez, je fais un certain nombre d'observations par rapport à ce rapport. D'abord, 3, c'est que, bon, il faut commencer par le démenti, entre guillemets, de la représentante de l'ONU, qui dit que ce rapport engage, je veux dire, des indépendants et que c'est pas l'ONU qui a mandaté une telle investigation. Et autre chose que je vais revenir à cela, c'est que lorsque le rapport sort, on a Monsieur Théophile, comment il s'appelle déjà, Kumao ou quoi? Oui, Kumao, oui. Voilà. Bon, qui dit qu'il est rentré en contact avec, comment on appelle ça, Monsieur Gossio. Alors donc que Monsieur Gossio ne se reconnaît pas dans, bon, il y a tout le démenti qui est là qu'on a pu lire sur votre site internet. Mais ce qui me surprend, c'est que de tous ceux qui sont accusés, c'est que c'est seulement Monsieur Gossio qui fait un démenti à cela. Et autre chose qu'il faut pouvoir comprendre, c'est que dans le rapport, lorsqu'on parle du fait que les pro-Gbagbo aujourd'hui essaient d'unir leurs forces pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, au lieu d'aller en rang dispersé, ce n'est pas un discours qui n'a pas été déjà entendu sur cette radio, d'autant plus que à l'époque déjà on parlait de ce qu'il y avait le groupe des Parisiens, il y avait le groupe d'Accra, il y avait le groupe d'Abidjan, et que bon, de façon, je vais dire dispersée, bon, il y a eu un problème de leadership. À un moment donné, toutes les interventions de Blé Goudé, on a pensé que bon, il préparait déjà l'après Gbagbo et que bon, il essayait de se positionner. Ce que moi je veux dire, c'est que le fait de dire que les pro-Gbagbo aujourd'hui veulent déstabiliser le pouvoir de Ouattara, ce n'est pas un discours qui est nouveau. Et donc, les gens, sur cette radio, on a déjà entendu plusieurs commentaires des pro-Gbagbo, ceux qui se cachent, et je veux dire ceux qui sont voilés, ceux qui ne sont pas voilés, et bon. Et donc, on sait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les gens sont prêts à s'allier à tout le monde, y compris à des terroristes, pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, je veux dire que je ne parle même pas de la crédibilité ou de la crédibilité comment on appelle ça, de ce rapport. Je parle du fait que les institutions sont là. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Écoutez, par exemple, un monsieur comme M. Rabé, lorsqu'il vient sur cette radio et qu'il parle, je vais le citer parce qu'il y en a encore, nous en avons débattu. Écoutez, les gens sont fermes dans leur décision. M. Ouattara doit partir par tous les moyens, y compris par la guerre. Alors donc, ce qui se passe, c'est les indépendants qui l'écrivent. Ce que vous allez comprendre, c'est que Jacques Roger, moi je peux travailler comme indépendant avec, comment on appelle ça, avec les Nations Unies. Il y a ce qu'on appelle les consultants qui sont indépendants. Alors donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre. Et lorsque M. Cyril Ben Simon rentre en possession d'un rapport confidentiel d'indépendants, mais qui auraient ou bien qui ont pu travailler à une époque pour les Nations Unies, et que bon, il publie un tel rapport, moi en tant qu'indépendant, si j'ai travaillé pour les Nations Unies, je peux mener mes enquêtes, comment on appelle ça, j'ai un document et que je peux soumettre à l'appréciation des Nations Unies. Bon, est-ce que le document engage nécessairement les Nations Unies? Non, mais en tant qu'expert des Nations Unies, en tant que quelqu'un qui a déjà travaillé pour les Nations Unies, c'est quelque chose qui est faisable. Et ça, dans toutes les grandes institutions internationales, ça existe, comment on appelle ça, les consultants indépendants. Et leur travail, c'est de pouvoir faire un papier pour aider une organisation dans l'appréciation d'une réalité. Alors donc, on ne peut pas dire que parce que le rapport vient d'indépendants, alors donc ça suffit pour pouvoir, comment on appelle ça, écarter de la main un tel rapport, d'autant plus que lorsque vous allez sur le site des Nations Unies, vous allez sur le site de l'UNESCO ou bien de la Banque mondiale, il y a des positions où, par exemple, on demande des consultants indépendants.
Alors donc c'est quelque chose qui se fait avec les grandes institutions. Alors, l'observation autre chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas lorsqu'on cite par exemple M. Marcel Gossio qui est au Maroc, ce n'est pas caché. Tout le monde sait que non, lui il a pu se réfugier au Maroc. Nadi Bamba, écoutez, à un moment donné, la navette entre, je veux dire, et surtout on l'avait localisé à un moment donné à Takoradi, bon, à un moment donné, il s'est retrouvé en Europe. Alors, tout cela pour dire que les gens sont encore nostalgiques du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Et donc, comme nous en avons parlé hier encore, pour dire que ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Il appartient maintenant au gouvernement de M. Alassane Ouattara, qui est président, de pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir sécuriser les Ivoiriens et sauvegarder son pouvoir. Je l'ai dit ici, je le répète encore. La nature de tout État, c'est de se perpétuer au pouvoir. Alors, si les gens ne peuvent pas comprendre cela, c'est que M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, se donne les moyens dont il a besoin pour pouvoir, je veux dire, sécuriser son pouvoir. Mais écoutez, c'est d'autant plus logique que c'est ça la nature des pouvoirs. Lorsque aujourd'hui, ceux qui aiment surtout citer les États-Unis en exemple, lorsque l'état de ce pays avait été attaqué, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en septembre 2001? Ils ont porté la guerre jusqu'en Irak pour dire que non, il est important pour nous de sécuriser notre État. Alors donc, ce combat-là sera mené là où il faut que M. Alassane Ouattara mène. Et il faut pouvoir féliciter le monsieur pour dire que, écoutez, on ne va pas encore laisser que des gens, des individus qui sont aigris, qui sont nostalgiques d'un pouvoir désuet, puissent se réunir de nuit et pour pouvoir vraiment causer la mort des Ivoiriens ou bien, comment on appelle ça, attaquer les Ivoiriens. Il faut aller les chercher là où ils se trouvent, que ce soit Gossé ou Blé Goudé ou j'en passe, il faut aller les chercher là-bas. Parce que c'est leur intention. Les gens le disent, ils ne se cachent même pas, c'est même pas une nouvelle pour les, je veux dire, c'est tellement clair qu'on n'a pas besoin de discuter de ça. Ils le disent eux-mêmes. Le monsieur doit pouvoir partir, c'est un Burkinabé, c'est bon, tout pour imaginer comme qualificatif, lui ont été attribués. Alors donc, M. Ouattara utilise tous les moyens à sa possession aujourd'hui pour pouvoir sécuriser les Ivoiriens. Et je pense qu'il faut pouvoir s'en féliciter je veux dire, d'épiloguer sur des choses. Bon, enfin, Jacques, je suis dans le débat. D'accord, voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Il nous reste très peu de minutes. Je crois que l'équipe du procès sont pour Ibaya. Ils seront avec nous dans à peu près une dizaine de minutes. Hein. Alors, Monsieur Soumaoro, allez-y en 2 petites minutes. Nous venons du côté de CCSRA et puis prendre peut-être une réaction avant de remettre l'antenne au procès sont pour Ibaya. Allez-y, Monsieur Soumaoro. Merci bien, Monsieur Jacques Roger. Je voudrais rassurer Madame Ta. Je ne dis pas qu'elle est en train de déstabiliser le président Ouattara. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, elle doit savoir ici aux États-Unis et ailleurs, il y a une logique, même de cotisation. Si elle n'est pas au courant, je suis au courant parce que je suis ivoirien et je vis avec d'autres Ivoiriens qui se réclament pro Gbagbo et qui cotisent pour aller faire la guerre en Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi de parler de l'ONU. L'ONU a été claire. Nous avons commandité ces rapports par un comité de consultants indépendants. C'est eux qui ont commandité le rapport pour la période avril-septembre 2012. Vous pouvez aller vérifier cette information, M. Jacques Roger. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez donné les informations là-dessus. Maintenant, l'ONUCI en Côte d'Ivoire, qui est un peu considérée comme partie prenante, parce que l'ONUCI a été impliquée dans le processus électoral et autres, estime qu'elle n'a pas vu le rapport et que RFI a eu accès à ce rapport. Moi, je pense que ça, c'est un discours diplomatique. Je vais vous démontrer pourquoi. M. Bert Conders était au Ghana il y a quelques jours. Et M. Jacques Roger, vous savez pourquoi il était au Ghana? C'était pour aller dire aux autorités ghanéennes que l'affaire Katina, là, on a des éléments, on a des rapports qui disent que Katina est impliquée dans une logique de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine, parce que si ça explose, ça va atteindre d'autres pays, et qu'il faut remettre Katina aux autorités ivoiriennes. Et Madame Taha a bien vu de comprendre que bientôt, tous ces déstabilisateurs-là, où qu'ils soient, seront transmis aux autorités ivoiriennes et on va les juger. Parce que quand on juge, la vérité sort. M. Lago, il a dit,
C'est moi qui ai pris la Kalachnikov et j'ai tiré sur le colonel Dosso. C'est ce qu'on veut, c'est ça le procès. Donc tous ceux-là vont nous dire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et si après ça on doit se réconcilier, on va se réconcilier. Mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ce rapport, pour moi, il est crédible. Et je disais tout à l'heure que les islamistes du nord du Mali, c'est des trafiquants. Il y a quelques jours, Gali a annoncé qu'il fallait qu'on lui remette 40 milliards pour libérer le nord du Mali. Mais c'est le même qui est là-bas, le patron de la Saratine, c'est lui. Si Blé Goudé cautionne hausse sur plus de 40 milliards, vous le savez, lui promettre ces 40 milliards, mais il va envoyer sa guerre en Côte d'Ivoire. Mais bon, la Côte d'Ivoire est là, c'est un pays souverain qui se donne aussi les moyens de défendre son territoire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était justifié la dernière fois qu'on ait fermé notre frontière avec le Ghana. Et à titre d'information, le Ghana, vous savez, ils ont arrêté des gens il y a quelques jours sur leur territoire qui voulaient acheter des armes. Et sans me dire qu'ils seront livrés à la Côte d'Ivoire dès demain ou après-demain. Bon, c'est une information de première minute, elle n'est pas totalement vérifiée, mais elle pourrait se confirmer dans les jours à venir. Donc, M. Ngueta a fait une très bonne démonstration, mais je voudrais ajouter que l'ONU a effectivement commandité ces rapports. Et vous l'avez dit vous-même, M. Jacques Rocher, regardez vos notes, c'est bien écrit, ils ont commandité pour la période avril-septembre, ou avril-août-septembre, et c'est ce qui a été fait. Et comme eux-mêmes, ils ne veulent pas s'impliquer dans ça, ils ont demandé à les experts indépendants, et nous tous, on joue ce rôle-là. Demandez à Ngueta un jour, il va aller certainement être consultant pour le FMI, la Banque mondiale ou l'ONU, sur ce genre de rapports. Et c'est comme ça, nous tous, on se vend sur ces terrains-là. Donc, on le fait de façon scientifique, on le transmet à qui de droit. Maintenant, si M. Jacques Rocher est mon ami et que j'ai participé à ça, je peux arriver un peu lui envoyer, ce sera le scoop de sa radio, et c'est ce qu'il y a eu. Donc, c'est pas étonnant. Les gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce qui est désolant, c'est qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ok, je reviendrai à vous tout à l'heure. Je vais permettre à Sister Sarah aussi de donner un peu son point. Alors, Sister Sarah, venant certainement, si au moins d'un autre Ivoirien, on pouvait comprendre. Mais venant certainement un peu des pro-Ouattara, pro-Soro, ceux-là même qui ont attaqué et puis défiguré la Côte d'Ivoire, parler ainsi, est-ce qu'ils ont une crédibilité? Mais Jacques, vous savez, les coureurs de jupons, ils sont très jaloux. Vous savez pourquoi? Parce que les coureurs de jupons, ils savent comment on court les jupons. Donc, quand ils voient quelqu'un s'approcher de leur femme, tout de suite, ils commencent à être nerveux. C'est la même logique. Bon, d'abord, avant de répondre même à ça, je voudrais savoir qu'est-ce que moi j'ai à voir dans l'histoire des gens qui cotisent. C'est pour que M. Soumahoro m'informe si je ne le fais pas. Il veut que j'aille donner ma cotisation ou bien qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans. Je le répète encore, bien que j'aime M. Soumahoro, qu'il me laisse en dehors de ces embardés, parce que je n'ai rien à voir là-dedans. S'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui cotisent, bon, ils cotisent. Tous les Ivoiriens cotisent, les Ivoiriens du Nord ont cotisé en son temps. À New York ici, Atlanta, dans tous les États-Unis, ils ont cotisé pour envoyer l'argent au Burkina pour soutenir les rebelles qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est cette même logique qui se répète. C'est pour cela, Jacques Roger, à cette émission, nous disons qu'il faut changer de façon de gouverner. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Vous avez fait la guerre pour venir au pouvoir. Vous avez fait une rébellion. Vous avez emmerdé un pouvoir pendant 8 ans. Et vous voulez que les gens là dorment tranquilles. Si vous avez les moyens, s'ils ont les moyens de les attraper, ils vont les attraper. Mais ils ne peuvent pas les empêcher d'avoir des ressentiments contre eux. Et ça, c'est la logique la plus banale. C'est humain. Il faut être Jésus-Christ pour dire, bon, je pardonne et puis on laisse tomber. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans le domaine spirituel, tout être humain a tendance à se venger. Donc, ce qui se passe là, comme dit tout le monde, ça ne nous étonne pas. Ce n'est pas nouveau. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont au pouvoir, ils sont venus par la même logique. Gbagbo était au pouvoir, M. Alassane Ouattara et son groupe, le RDR et tous les autres là, sont allés courtiser avec en tête Ibrahim Ouattara, que les gens peuvent photocopier, ils sont allés courtiser le Burkina pour que la rébellion s'installe là-bas avec IB. Et ils ont passé combien de temps là-bas? D'après IB lui-même, près de 2 ans, à préparer la rébellion. De là-bas, ils sont venus, ils ont attaqué. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés que les autres aussi s'en vont s'allier avec les rebelles du Mali? C'est ce qu'ils nous ont dit. Soro Guillaume dit, si tu n'es pas content, prends les armes. Est-ce que c'est à féliciter? Non. Mais c'est l'exemple qu'ils ont montré en Côte d'Ivoire. Ils ont pensé que la meilleure façon, c'est de
faire cette manière-là, d'envoyer la rébellion, ou bien de créer la guerre, ou bien d'emmerder les gens avec les armes, et puis de prendre tous les postes. Alors, donc les autres qui sont comme eux d'ailleurs, ceux-là qui sont comme la trame de M. Ouattara et son groupe, pensent que la meilleure solution, c'est de faire comme Soro Guillaume et son groupe. Et c'est déplorable pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'une nouvelle manière de gouverner. C'est pour ça que ça fait rire. Quand ces gens-là viennent dire, je me rappelle une fois, M. Soumaro disait ici que c'est des fous. Ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, ils sont des fous. Ce sont des fous. Mais c'est les fous qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc les camarades fous qui sont dans la même catégorie qu'eux aussi veulent venir prendre le pouvoir. Et c'est ça qui est déplorable pour notre pays parce que les gens n'ont pas montré le bon exemple Jacques Roger. Ils auraient dû être patients, ils n'ont pas fait, ils ont pris les armes. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens se disent que si j'ai 2 millions, 3 millions, que je peux m'acheter 3 Kalachnikov et que je réussis à prendre la radio et la télévision, et puis bon, j'arrête le président, je deviens président de la République. Et c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Alors ça là, à qui est-ce qu'on va accuser? On va dire que c'est la faute de Gbagbo Laurent, mais c'est la faute de tous ceux qui aiment la violence. Hein. Et ils sont tous là-dedans, et c'est dommage. Voilà. Moi, je ne suis pas surprise. Hein. Alors, merci beaucoup. Hein. Alors, en 30 secondes, M. Ngueta, vraiment 30 secondes. Hein. Alors, un petit mot rapidement, je vous arrête en 30 secondes. Votre dernier point. M. Ngueta. Bon, c'est peut-être que nous l'avons perdu. Hein. Alors, M. Soumaro, 30 secondes. Hein. Mais écoutez, merci bien, M. Jacques Roger. Merci à Mme Taha. Merci à tout le monde. Je pense que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Veillons à ce que on fasse la politique et qu'on soit dans des débats purement politiques et qu'on évite d'envoyer des terroristes de la trame de Agali en Côte d'Ivoire. Il ne laisse pas le Mali là. Hein? Quelqu'un qui n'a même pas pitié de ses propres frères au Mali. Mais Ivoirien, il n'est pas de près ou de loin cousin à lui, mais c'est pour venir détruire notre pays. Alors, il ne faut pas que les gens rentrent dans des logiques qui ne vont pas sauver la Côte d'Ivoire. Venez faire la politique. Dans la politique, là, on peut tout régler. Allez devant un juge, on débat, justice. Après, on va dire oui, on est tous frères, on peut régler ça en nous. Donnons-nous une nouvelle chance. Mais il faut arrêter ces projets inutiles-là. D'accord, merci. Nous allons écouter dans 2 minutes un peu la BBC. Hein. Voilà. BBC Afrique, Hélène Alex. Il est midi en temps universel, vous êtes sur BBC Afrique et c'est l'heure de BBC Midi, tout de suite les titres. Un rapport émanant de l'ONU pointerait des velléités complotistes des Ivoiriens pro-Gbagbo du Ghana, d'après nos confrères de RFI, mais ce rapport émane d'experts indépendants et n'engage pas l'ONU, nous dit la porte-parole de l'ONUCI. C'est un rapport qui est produit par des experts indépendants. Cela veut donc dire clairement que l'avis des experts n'est pas nécessairement celui de l'ONUCI ni celui de l'ONU et nous n'avons pas nécessairement la même lecture des événements. Une femme meurt et venue dans BBC Midi. Un rapport des Nations Unies accable-t-il des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo en exil au Ghana? C'est ce qu'expliquent nos confrères de Radio France Internationale qui affirment s'être procuré un rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire. D'après nos confrères, ce rapport dénoncerait un complot de la part des pro-Gbagbo qui chercheraient à déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Ghana voisin, mais également se rapprocherait de la junte malienne et même des islamistes d'Ansardine. Si elle n'a pas souhaité commenter ce rapport qui n'a pas encore été soumis au Conseil de sécurité, la porte-parole de l'ONUCI a préféré apporter immédiatement des clarifications. Il s'agit d'un document produit par un groupe d'experts indépendants qui n'engage que et pas l'ONU. Sylvie van der Wildenberg, que j'ai jointe il y a quelques instants. Écoutez, j'ai une clarification à faire à l'heure qu'il est. C'est que nous n'avons pas reçu officiellement de rapport du groupe d'experts indépendants qui rapporte de manière régulière au Conseil de sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais insister sur le fait que ces rapports sont produits par un groupe d'experts indépendants. Ce n'est donc pas un rapport de l'ONU classique, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité fait appel à des experts de l'extérieur qui leur rendent compte avec leur expertise d'une série de résultats d'enquête qu'ils ont faits. Maintenant, l'ONU n'est pas, je le répète, l'auteur de ces rapports, c'est une chose, et la deuxième chose, c'est que ce rapport n'est pas encore publié, que c'est un rapport qui est soumis au Conseil, à notre connaissance, donc nous n'en avons pas eu connaissance et je ne peux pas en commenter le contenu.
Mais avant qu'il soit soumis au Conseil de sécurité, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire aura un regard sur ce rapport et éventuellement pourra en censurer certaines parties jugées sensibles? Un regard, vous voulez dire un regard aux fins de changement du contenu du rapport? Non, certainement pas, puisque c'est un rapport qui est produit par des experts indépendants. Cela veut donc dire clairement que l'avis des experts n'est pas nécessairement celui de l'ONUCI ni celui de l'ONU. Et nous n'avons pas nécessairement la même lecture des événements, ni les mêmes éléments de preuve qui permettent de corroborer des analyses qui sont faites par le groupe d'experts. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais je tiens vraiment à dire que c'est un rapport qui est fait par des experts indépendants et qui engage les experts indépendants. Donc c'est-à-dire que ce rapport n'engage en rien l'ONU, et particulièrement l'ONUCI. En tout cas, pas l'ONUCI. Et c'est un rapport, je le répète, qui est soumis au Conseil de sécurité. Et toujours dans la sous